Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Yay, c'est comme mes étudiants qui me répondent, c'est bien. Bienvenue à notre midi-conférence aujourd'hui. On a le plaisir aujourd'hui d'entendre notre collègue et membre du CELAT, Abdelwaled Mekki Berrada. Notre collègue est professeur agrégé au département d'anthropologie et membre régulier du CELAT depuis 2 ans. Ses intérêts de recherche portent sur l'ethnomédecine de l'Asie du Sud et de l'Afrique du Nord et de l'anthropologie historique et politique du monde arabe. En utilisant les méthodes qualitatives et quantitatives, il aborde des questions sur les représentations culturelles, santé, maladies sexuelles. Il explore les conditions sociales et économiques où émergent des problèmes de santé sexuelle. Il travaille sur les ressources communautaires et les services de santé disponibles et accessibles. Aujourd'hui, il nous présente les résultats de recherche sur un grand projet qui a duré, oui, j'ai vérifié, 11 ans, c'est impressionnant. Et sa question de recherche travaille sur les imams et des femmes à Mumbai, aperçu d'un programme de recherche, intervention, évaluation à Mumbai. Donc, je cède la parole à Abdelwaled. Merci. Merci beaucoup, Alison. Ça, c'est... moi-même, je réalise que ça fait plus de 10 ans. Mais je vous rassure, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de 10 ans de projet. Et un des défis, ça a été justement de cibler. Et donc, vous allez voir, ça a été extrêmement ciblé. Alors, j'avais hésité un peu, est-ce que je vous parle de... Est-ce que j'oriente ça de façon plutôt théorique ou m'attarder sur la méthode? Parce que les défis méthodologiques sont immenses, vous allez en voir, je vais vous en donner une petite idée. Est-ce que je fais un peu un petit mélange des deux? Finalement, face à mon hésitation, j'ai décidé de me faire plaisir. J'espère que je vais pouvoir vous le transmettre. Et à savoir de partager une expérience. Donc on est un peu dans l'expérientiel à travers un projet de recherche. Rishta, qui veut dire approximativement en hindi, en ourdou, lien très stressé, et c'est un projet qui porte sur la santé sexuelle, donc on a trouvé l'acronyme assez intéressant qu'on a gardé. Alors, ce qui me gêne le plus dans ce titre, c'est le terme intervention, dans le nom de l'équipe, si vous voulez, du programme. C'était juste avant les événements de 2001. Sûrement que si c'était après septembre 2001, on aurait plutôt mis action qu'intervention, mais bon, on ne va pas rentrer dans ces débats qui a fait couler pas mal d'encre sur le plan méthodologique en anthropologie. Il y a pas mal de monde impliqué dans le projet. L'Université Laval, c'est votre serviteur qui la présente, mais c'est essentiellement l'Université de Yukon, l'Université of Connecticut, qui a démarré ce projet. À l'époque, j'étais là, j'ai passé 6 ans aux États-Unis, c'est là que j'ai embarqué, où je suis co-chercheur donc sur ce projet. Évidemment, les partenaires indiens sont nombreux. Il y a beaucoup de monde là-dedans. C'est un des rares projets en santé, ou un projet d'action, de recherche-action, d'intervention dans le domaine de la santé, dont le chercheur principal est un anthropologue. Je tiens à mentionner parce que c'est vraiment rare dans notre domaine, et généralement l'anthropologue est là comme conseiller culturel, et là c'est assez rare. Donc ça a été, comment dire, il y a eu beaucoup de négociations, notamment avec les démographes, les épidémiologues, etc. Donc, pas mal de monde dans le projet, comme vous pouvez le voir. Essentiellement, donc c'est un programme, il y a essentiellement 2 projets. Le premier porte sur vraiment les hommes mariés. C'est un projet sur la santé sexuelle entendue dans son sens le plus large. Évidemment, on considère la question biologique parce qu'au départ, c'était pour essayer de contribuer à la baisse du taux d'IST, de l'infection sexuellement transmissible, et du VIH en Inde. Et on a essayé de le faire de façon en insistant sur les facteurs sociaux et culturels. Mais c'était donc essentiellement les facteurs socioculturels en lien avec le VIH et les IST
et on a travaillé avec les maris, donc vraiment en contexte marital. C'était ça qui nous intéressait, ça ne se faisait pas beaucoup également. Et parce que dans les années 90, il y avait la conférence du Caire, et puis on se disait que on travaillait beaucoup trop sur les hommes, on ne considérait pas assez les femmes. Fait que là, il y a eu énormément de recherches qui interpellaient les femmes, et du coup, on ne s'occupait plus des bons hommes. On les laissait, il n'y avait plus rien qui se faisait. Et donc, si vous voulez, on a réagi un peu, et en Inde, c'était un peu un appel. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ça prenait les dames aussi, donc on a travaillé. Donc, si vous voyez, c'est deux projets qui se complètent, et on a travaillé. Donc, vraiment, c'est en contexte marital. On va voir un peu de quoi il s'agit quand on parle de santé sexuelle. Je ne vais pas rentrer dans la méthode, c'est juste pour dire que c'est mixte, c'est qualitatif et quantitatif. Donc, moi, j'étais de ce que j'appelle de ces extrémistes qualitatifs avant d'aller aux États-Unis. Je me suis retrouvé avec des démographes, j'étais très réticent. Puis après, avec des épidémiologues aussi réticents. Et puis finalement, ça a pris quelques années, on a réussi à se parler et à se comprendre un petit peu. Alors, j'avoue que je suis un petit peu, aujourd'hui, je considère un peu le quantitatif. J'ai réussi à leur vendre un petit peu le qualitatif. Et je pense que la transdisciplinarité passe par ce genre de concessions, si vous voulez. On va essayer d'en reparler un peu. Ce que je trouve d'intéressant personnellement dans le quantitatif, moi qui ne sais à peu près rien là-dedans, mais je vais vous en offrir un petit peu aujourd'hui quand même. Et donc, le projet, donc sur ce que je vais appeler les époux, le projet époux, il a démarré sur une notion, le Gupta, qui veut dire en hindi, en ourdou, maladie secrète, c'est tout ce qui est en bas de la ceinture. Et donc, il nous fallait un moyen pour essayer de parler de santé sexuelle, parce que c'était difficile, parce qu'on a remarqué que les programmes qui portent sur les infections sexuellement transmissibles, l'OMS et d'autres organisations internationales importantes, c'était des programmes qui étaient très efficaces pendant les 2-3 ans que l'équipe était sur place. Mais dès que l'équipe s'en allait, là, c'était le programme, donc le projet d'intervention lui-même tombait complètement à l'eau. Il n'y avait aucune vie après le départ de l'équipe. Ça fait qu'on s'est dit que peut-être, et en fait, il n'y a absolument rien d'intelligent, et c'est juste tellement évident, peut-être faudrait-il parler le langage des gens. Et donc, on est allé parler le langage dans le sens de converser avec eux, dans le sens qu'il faut en dire, d'essayer de se familiariser avec la catégorie conceptuelle centrale. Et donc, on est rentré avec la notion de groupe talk. C'est un peu notre cheval de Troie, je l'appelle le cheval de Troie. On rentre caché derrière un concept culturel, on essaie de converser avec les gens. Ce n'est pas le but de cette présentation, je ne vais pas m'arrêter beaucoup là-dessus, mais juste que dans cette grande catégorie de groupe talk, il y en a un certain nombre, j'en cite seulement 2 ici. Le Dhat, les hommes indiens, en tout cas ceux avec qui on a travaillé, sont très préoccupés par les émissions séminales, sont très préoccupés par tout ce qui relève du sperme, sont très... il y a autant les Inuits peuvent avoir une terminologie, plein de termes pour parler de neige, de la neige, là pour eux c'est le sperme, selon la consistance, la couleur, etc. Mais bon, il fallait le savoir, il fallait qu'on nous le dise, on ne le savait pas avant d'y aller. Et puis, nous aussi, on a souri, on en a ri même beaucoup, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était, excusez le terme, une porte d'entrée royale vers la culture, vers les rapports sociaux en lien avec la santé sexuelle. Donc on est rentré un peu par cette porte-là. Juste pour vous donner l'idée, bon, virya en sanskrit veut dire force physique et spirituelle, et donc une émission séminale excessive hors rapport sexuel est considérée comme une perte d'énergie spirituelle. Dans un contexte hautement religieux comme l'Inde, on peut avoir une idée de l'importance que représente le dhat pour les hommes. D'autres concepts sur lesquels je reviendrai pendant la discussion si vous le souhaitez. Et donc l'idée c'était de partir sur cette préoccupation, donc il est de Gupta, et en passant les infections sexuellement transmissibles, on a travaillé essentiellement sur la gonorrhée, la syphilis et quelques autres. Et c'était gênant, mais ça ne préoccupait pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des chimistes, c'est des pharmacies où beaucoup sont improvisés, on trouve des antibiotiques,
une bonne petite injection, quelques pilules, parfois périmées. Le symptôme disparaît au bout de 2-3 jours et on pense qu'on est guéri. Évidemment, la libido continue à circuler dans le corps. Par contre, donc on n'est pas très préoccupé par les IST. Par contre, quand c'est le TAP, quand c'est le Kanjori, là on a un méchant problème et là on veut trouver de l'aide. Et là, chez qui on va essentiellement? On va chez les tradipraticiens. Et ce qu'on appelle ici les médecines alternatives ou complémentaires. Et puis, c'est un peu la biomédecine qui est alternative ou complémentaire à la base. Mon collègue, la première fois, naïvement, quand je lui ai dit, je lui parlais de médecine alternative, pas la médecine ayurvédique par exemple, la médecine Unani ou homéopathie, il me dit que la médecine, qu'en fait, il fallait un peu penser autrement, que peut-être que c'est la biomédecine en Inde qui est la médecine alternative, parce que peu de gens y vont, mais pour d'autres raisons aussi dont on pourra peut-être parler. Donc ils vont chez les tradipraticiens, c'est chez les Vaidyas, chez les Hakims, chez les homéopathes, chez les naturopathes et d'autres traditions locales. Ils sont nombreux dans la communauté. Et donc à partir de cette notion de Gutrog, on essaie de les faire parler, de mieux comprendre toutes la notion de masculinité qui a un rapport direct avec la santé sexuelle, les rapports sexuels, on pourra en reparler, et le mode de vie, les relations maritales. On a fait la même chose avec les femmes. Donc partir de symptômes pour lesquels les femmes sont extrêmement préoccupées. Le Safed-Pani, en anglais, ça se traduit par white water, donc c'est des écoulements vaginaux non sanguins que la plupart des femmes ont. Des fois, c'est compliqué, il y a des complications, des fois non, mais en tout cas, pour les femmes, autant pour les hommes, c'est le DRAP, c'est les émissions séminales, autant pour les femmes, le Safed-Pani, les écoulements vaginaux sont d'une extrême préoccupation pour elles, ainsi que d'autres notions culturelles avec lesquelles on a essayé de travailler, parce que c'est difficile de parler sexualité, de parler santé sexuelle avec des femmes qu'on ne connaît pas en Inde, même avec des hommes qu'on ne connaît pas en Inde. Donc ça aussi, ça a été tout un travail pour pouvoir fabriquer un bon cheval de Troie pour pouvoir rentrer dans... Donc, nous intéresser à ces différents symptômes pour essayer de mieux comprendre aussi les comportements sexuels. Qu'est-ce qui fait que ces femmes, quels sont les risques que prennent ces femmes mariées, dont on nous dit que la plupart sont chez elles et quand elles sortent, c'est exceptionnel ou qu'elles sont accompagnées, etc. Là, en fait, on s'est rendu compte que leur principal risque, c'est leur mari. C'est-à-dire que lui, il ne gêne pas, par exemple, il boit un bon coup, il y a des... la prostitution est assez répandue. Et puis c'est là où ça devient intéressant, pourquoi je vais vous parler aujourd'hui des relations maritales, c'est parce que le risque, le principal, non, je ne vais pas le dire, j'allais dire le risque, mais je ne dirais pas, le principal risque pour la dame, c'est l'époux. Et donc, cela passe par la relation maritale. C'est-à-dire si elle n'est pas en mesure de refuser les sollicitations du mari qui rentre à 3 h du matin après avoir bu un bon coup et traîné dans les bordels d'à côté, si elle n'est pas en mesure de les refuser, là parce qu'on est en plein dans les relations maritales en parlant de santé sexuelle au sens large. Et donc aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette notion de relation maritale, de conjugale. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu l'appeler maritale, mais en m'arrêtant sur 4 catégories, on va comprendre un peu pourquoi je me suis arrêté. Donc la communication, la sexualité elle-même, dans le cadre du mariage, la violence domestique et ce que j'ai appelé en parlement parce que je ne sais pas trop comment l'appeler. Et je vais donc, on n'a pas fait ça pendant 11 ans, je vous rassure, là, mais je vais vous parler essentiellement des imams et des alimat. C'est tout à fait inédit ce dont je vous parle, c'est le processus, en fait, je vous l'ai précisé. Je suis en plein processus d'analyse, il n'y a rien qui a été publié encore là-dessus. Et donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, elles seront plus que les bienvenus pour développer. Et donc, c'est sur le tard, seulement en 2009, qu'on a commencé à travailler avec les imams. Et pour nous rendre compte assez rapidement qu'il y a l'équivalent femme
des imams qui sont les animas. Et donc, on a été curieux de savoir qu'est-ce que ces dames, comme leaders religieuses au sein de la communauté, font ou ont à dire au sujet de ces thèmes, j'allais dire de recherche, mais en fait vraiment des thèmes qui préoccupent la communauté de façon assez importante. Recherche, action, bon, ça s'appelle intervention, on va le garder. Et donc, je vais juste vous parler un petit peu de l'intervention, parce que quand je vais vous présenter quelques données disponibles, quantitatives et qualitatives, préliminaires sur le rôle et les perspectives des imams et des alimas, je vous les présente donc avant l'intervention et après l'intervention, voir un peu la portée et les limites de ce type d'intervention qui implique les gens de la communauté et les chercheurs, et voir un peu le type, l'impact ou le non-impact que ça a pu avoir sur essentiellement les imams et les animals. Je zappe tout le reste, tous les autres acteurs qui sont nombreux dans la communauté. On a travaillé avec un modèle qu'on a appelé le Narrative Intervention Model. Nos psychologues américains et indiens de l'équipe ont été très influents pour nous faire accepter ce modèle par l'équipe. On travaille encore avec. Les collègues indiens ont préféré l'appeler ainsi. Ils ont insisté. Donc, maintenant, en Inde, le gouvernement indien, en parenthèse, s'est approprié ce modèle d'intervention au bout d'une dizaine d'années, sans nous en parler, mais ça nous va. L'important, c'est que ça fasse leur affaire, et on est très contents. C'est sûr qu'on aurait souhaité qu'ils nous impliquent. Pas une question de reconnaissance, mais parce qu'on a développé une expérience importante, on a créé ce modèle. Et donc, ils auraient pu nous impliquer pour que le gouvernement, le ministère fédéral de la Santé et le provincial de la Santé puissent profiter de notre expérience dans ce domaine-là. Mais on est bien content qu'ils fassent, on les suit de près, je vous rassure. Les objectifs majeurs de ce programme d'intervention, pour donner un exemple, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, hein, donc juste pour donner un exemple, on a beaucoup travaillé en ce qui me concerne. Moi, mon relais, c'est essentiellement les praticiens et depuis peu les imams. Ça par contre, j'ai insisté pour que je sois en charge des questions qui relèvent de l'islam, parce qu'on est en Inde, parce qu'on est en 2011, et parce que dans l'équipe, non pas que je suis l'expert, mais j'en sais un petit peu plus que le reste de l'équipe, donc j'ai vraiment insisté. Et puis bon, il n'y a pas eu beaucoup de résistance à ce niveau-là, c'était comme ça allait sortir. J'ai pu contribuer aussi modestement que possible, mais au départ, pour donner un exemple de l'intervention, c'est avec les data, ce que j'appelle les data, c'est les praticiens. C'est les praticiens de la médecine ayurvédique, Unani, yoga, siddha, homéopathie, ainsi de suite. Alors, le principal objectif, c'était d'inviter ces praticiens à revitaliser leur propre approche holistique traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est parti de l'intérieur. On a vraiment, je ne sais pas si on a vraiment réussi, mais on a vraiment essayé de converser avec ces dames, avec ces messieurs de la communauté. Donc on est allé lire leurs bouquins, les livres de médecine ayurvédique, les productions anciennes, traditionnelles, la Unani médecine, qui est la médecine gréco-islamique que les anglophones appellent. On a lu tout ça, on est allé les voir et on a fait de l'observation, des entrevues pour nous rendre compte que de la façon dont ils procédaient dans la communauté, parce que there is no time to be sick dans la communauté, comme nous disent nos répondants, ces praticiens, nous, naïvement encore, on pensait que c'est le médecin, le Vaidya qui t'accueille pendant des heures, qui écoute tes bobos et qui te trouve une solution. Non, c'était ce que Kalpanada s'appelle le triple 3. C'était 3 minutes, 3 questions, 3 médicaments. C'était pas mieux que d'aller chez un biomédecin qui, quand tu lui disais date, indien, il t'envoyait balader parce que c'était rétrograde, c'était des superstitions, ça l'intéressait pas. Et donc, si vous voulez, on est allé dans les textes fondateurs des traditions médicales locales, et on les a lus dans le texte avec les praticiens.
pour voir si on pouvait ramener cette approche holistique de la santé sexuelle, avec des notions de santé maladie multidimensionnelle et une approche holiste, préventive et positive. Et c'est à partir de là qu'on a développé notre modèle de recherche que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Et c'est à partir de là qu'on a développé, pour aller un peu rapidement là, et utiliser des raccourcis, notre modèle d'intervention. Et donc, si vous voulez, c'est en partant de ce que l'on a pu savoir de la culture, ça a été toute la phase recherche, développer le modèle recherche, le modèle d'intervention, et c'est de la co-construction. C'est-à-dire que c'est vraiment co-construit avec les praticiens, avec les intervenants communautaires, avec les dames et les messieurs qui ont bien voulu, de la communauté, qui ont bien voulu travailler avec nous. Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on fait avec ce modèle. Ça, par exemple, si vous allez à Shivaji Nagar à Mumbai, vous allez vous rentrer chez les praticiens, là, ils sont, aux dernières nouvelles, ils sont 250 environ dans le quartier. Chez la plupart d'entre eux, vous allez voir ça, c'est un gros poster, et puis ils l'utilisent avec leurs patients. C'est un peu les médecins de famille, hein, chaque ruelle, chaque coin de rue a son vaidia, son nani, son homéopathe, et les gens sont fidèles à leur praticien, donc ils vont là, et donc, si vous voulez, les lactages ont été formés par nous, et nous avons été formés par eux, donc c'était dans cette co-construction, et ils appliquent tant bien que mal ce modèle en ce moment. Nous avons fait pareil avec les imams. Là, je sors des lactages, c'est pas de ça que je vous parle aujourd'hui. J'ai essayé de faire un petit peu pareil avec les imams, et donc je suis retourné dans les textes fondateurs, dans les textes canoniques de l'islam, dans le Coran et dans les hadiths, et je suis allé les voir avec d'autres collègues pour ce que j'appelle pour une négociation herméneutique. C'est-à-dire on essaie de revoir dans le texte avec eux leur perspective en tant que musulmans, en tant que leader religieux d'un islam local, de revoir dans le texte leur perspective sur les relations maritales, la violence domestique, etc., la communication maritale, etc. Alors on voit qu'il y a des choses qu'on a pu négocier, il y a des choses où on s'est fait mettre dehors, manu militari, bon, des fois il y a des maladresses qu'on peut commettre dans ces terrains sensibles, mais en gros, j'y retournerai avec plaisir maintenant de lancer un petit peu plus. Et donc là, pour les imams, on va parler en retournant dans les textes fondateurs, on voir avec eux ce qu'il en est des relations maritales. Donc, des données que je vous présente aujourd'hui à partir de ces deux projets qui sont multidimensionnels, d'imams et de femmes, à défaut d'amour et d'eau fraîche. Alors, je n'ai pas pu me retenir pour vous montrer cette photo. C'était en août quand je suis allé escale à Londres, en route vers Mumbai. Et évidemment, je suis allé. Comment voulez-vous que c'est la première fois que je vois ça. Je suis allé, voilà, c'était juste une petite parenthèse. J'étais ravi. J'avais une demi-heure à tuer. J'étais là. Il y avait une sœur de race noire, je ne sais pas d'où elle vient, en tout cas elle était à genoux avec la croix, le chapelet, le monsieur qui lisait la Torah, l'autre qui lisait un roman, je crois qu'il voulait juste se reposer, l'autre qui faisait sa prière au sol. C'était, voilà, je voulais juste vous... parce que c'est un peu à l'image de l'Inde. L'Inde, c'est une immense multi-faith, je ne sais pas comment il y a de religion, mais en tout cas il y a plusieurs milliers de divinités en Inde. Une Inde, qui a été britannique, mais qui a aussi été musulmane pendant un certain temps. En tout cas, pas l'Inde au complet, mais surtout le nord de l'Inde, le sud, ce qui est l'équivalent du Pakistan aujourd'hui, la région de l'Indus, le nord de l'Indus. C'est quand même à peu près 1000 ans là, qu'il y a eu. Au début, c'était des marchands arabes et persans. C'est facile, hein, regardez, on a la baie du Bengale, le golfe d'Oman. À l'époque, là même, c'était relativement facile, les échanges étaient plus nombreux qu'on pensait. Puis là, pour passer rapidement, mais ce n'est pas un islam qui a un lien avec les Arabes, c'est un islam vraiment d'Asie centrale et particulièrement marqué par l'Empire moghol, donc descendant de Tamerlan, de Gengis Khan,
Et puis donc c'est vraiment un islam asiatique d'Asie centrale développé localement, plus qu'un islam, si vous voulez, relié aux Arabes. Et donc ça a duré depuis l'apparition de l'islam jusqu'à l'arrivée des Britanniques. L'islam était très présent. Et donc voilà. Il y a eu des tensions, peut-être qu'on en reparlera durant la période de discussion. Et donc, là, ça vous dit un peu où sont répartis les musulmans aujourd'hui. Là, on va au Maharashtra, où il n'y en a pas beaucoup, mais donc il y a évidemment des musulmans, mais on peut oublier, il y a aussi, c'est d'abord une ville hindoue, il y a quelques chrétiens, des musulmans également, quelques milliers de personnes d'obédience juive, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai rencontré quelques-unes, mais c'est impressionnant, 20 millions dans le grand Mumbai, 20 millions c'est quoi? C'est 3 fois la population du Québec dans une région métropolitaine. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé, mais moi ça m'impressionne à chaque fois. Donc à Mumbai, beaucoup d'hindous, une vingtaine de pourcents de musulmans dans la ville, sur cette population. Ça, c'est une autre photo que je vous montre rapidement. Ça, je l'ai prise en 2004. Ça, c'est un monsieur qui, tous les matins que Dieu fait, vient et utilise les statistiques de l'Institute for Population Science. C'est vraiment la mecque de la démographie dans le monde. Hein. Alors, les démographes, vous connaissez le jury par IAPS. Même à Harvard, j'ai passé 2 ans là-bas. Chez les démographes, les autres, c'est juste IAPS. En 2004, alors ce monsieur, tous les matins, il prend les statistiques, il prend ces petits chiffres. Alors là, il y avait 1,85 milliard. L'année passée, il y en avait 1,250 milliard. Je trouve, voilà. Donc, vous pouvez y aller à Mumbai, c'est dans le bout de Chembur. Voilà. Alors, on a travaillé au début sur 3 communautés. On s'est concentré sur 2 communautés. Une où il y avait une intervention, une action, et l'autre où il n'y avait pas. Donc, c'est pour avoir ce que les statisticiens, les démographes appellent un groupe contrôle. Donc, pour savoir, pour comparer en bout de ligne. Dans ces 3 communautés, il y a pas mal de monde, essentiellement des migrants, ça c'est assez intéressant à noter, les 2 tiers sont migrants. Il s'est trouvé, on ne le savait pas, je vous le jure, on ne savait pas, il y a 80% de musulmans, après les sondages qu'on a fait, 80% de musulmans, et donc le projet a pris une tournure sur le tard. Au début, on pensait qu'il y avait, je crois que c'était 60, 40, ou même une majorité de hindous, je me souviens plus. Donc, toujours est-il que c'est Shivaji Nagar, où on travaille, il y a environ 500 000 personnes, 80% de musulmans. Là, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Les communautés, bon, quand je dis communauté, c'est des immenses quartiers, et donc on a des environnements très pauvres, c'est pas difficile à voir, c'est peut-être très trop. Juste le temps que je passe les photos pour allumer. Là, je vais passer un peu vite, il y a une série de photos, je vais les passer rapidement, ça vous donne une idée. Donc voilà, on a travaillé là depuis 10 ans. Les images valent là, on voit qu'il y a, là, ce qu'on voyait, c'était tout de la tôle, et puis là, on commence à avoir un petit peu de dur. Là, c'est vraiment du dur. Donc, c'est vraiment, il y a plusieurs quartiers dans le quartier, si vous voulez. Et puis, avec l'équipe, on a loué un petit bureau où l'équipe d'intervention, entre guillemets, qui est sur place, et c'est des gens qui viennent de la communauté, qui ont un certain bagage, si vous voulez, scolaire. Et qui viennent de la communauté. Ils sont nés, en tout cas ils vivent là, donc ils sont de là. Ils parlent, ils les connaissent, les gens, ils leur parlent. On a distribué des condoms sans pouvoir y revenir. Donc une 50aine de personnes sur le terrain. Avec ce modèle d'intervention, il y avait différentes activités d'intervention, dont une relativement importante, peut-être un peu plus importante que les autres, c'est le théâtre de rue. On va revoir, je vais passer des photos rapidement. On a créé dans un centre de santé ce qu'on a appelé une male health clinic et une autre pour les femmes. Et évidemment, les doctors, les tradipraticiens étaient très impliqués
dans le programme d'intervention. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus, mais ça me fera plaisir d'en parler si vous voulez en savoir davantage. Et donc ce modèle d'intervention était utilisé par des médecins cette fois, dans les Med-Health Clinics et les Women Health Clinics, et des microbiologistes qui faisaient des prélèvements pour voir s'il y avait des infectés, pour détecter de possibles infections sexuellement transmissibles. Mais bon, en tout cas, là rapidement, juste quelques images sur merci, sur le genre d'activités, d'actions qu'on a eues sur le terrain. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de inviter les gens, les dames, les messieurs à aller vers les praticiens et vers les Med-Health Clinics et les Women Health Clinics qui ont été formés au projet. Alors, de manière itinérante, ça c'est le même modèle d'intervention qui s'est baladé pendant des années, qui se balade encore. Non, là, le projet est terminé depuis, officiellement, depuis décembre 2012. Et donc ça donne un peu ça, là, tu vois, il y a voilà, c'était des centaines de fois et des centaines de fois, puis à chaque fois il y avait des gens qui venaient poser des questions, c'était la nuit, dépendamment des activités locales, on profitait du ramadan par exemple pendant la nuit, les enfants étaient mis à contribution, ça les amusait, ça leur faisait une joute en plus, et puis voilà, ils baladaient les banderoles, les femmes étaient, ça a pris du temps mais elles ont fini par s'arrêter également pour voir ces curieux personnages de quoi ils parlaient. Mais bon, il y a l'avantage qu'ils sont de la communauté, donc c'est pas comme des étranges qui viennent, qui leur parlent de relations sexuelles. En tout cas, ça fait une différence. Parmi les musulmanes les plus conservatrices, qu'on considère comme les plus conservatrices, s'arrêtaient également. Dans les sorties des mosquées, on allait mettre, donc c'est le modèle, et puis il y a toujours du monde qui était là pour en discuter avec les gens. Les imams ça a pris du temps, mais ils étaient intéressés, voilà, et puis voilà, la sortie de la mosquée, donc les vendredis. Si vous permettez, je vais passer rapidement sur les photos, juste pour vous donner une idée. Ça, c'est des posters que, à un moment donné, on a essayé dans les écoles secondaires, et on a parlé du modèle d'intervention, et on a demandé aux élèves de faire des dessins, ceux qui avaient envie, mais en lien avec le modèle d'intervention qu'on a présenté. Ceux qui nous ont, on en a eu des centaines, il a fallu en choisir quelques-uns. Et donc voilà, on a organisé des expositions itinérantes dans la communauté de façon périodique. Ça a attiré du monde de tous les âges, de toutes les religions. Les imams, voilà, qui venaient voir de quoi il s'agissait. Le théâtre de rue, donc ça, il y aurait une présentation entière à faire là-dessus. C'est vraiment des gens de théâtre qui travaillent avec un organisme communautaire Coro local et qui ont pris le modèle d'intervention, et on a discuté beaucoup avec eux, et ils l'ont mis en scène. C'est des jeux de rôle. Là, ça c'était un roi, c'est un truc traditionnel, une stratégie traditionnelle pour attirer l'attention, la musique, là on a mettre la foule, etc. Et puis voilà, ça attire pas mal de monde, ça c'est le gars a bu un bon coup, il rentre, ça va pas avec sa femme, les gens, bon, on lâche pas ça assez vite, mais souvent ça a attiré pas mal l'attention d'un peu tout le monde, de toute catégorie de la population. Donc, on s'adaptait aux activités locales. Et ce qui est important par rapport au théâtre de rue, c'est qu'on réunissait, on allait voir des gens qui ont assisté, des personnes de la communauté qui ont assisté au théâtre de rue, et ils invitaient des personnes à venir en parler, pour dire in vivo, qu'est-ce que ça leur dit, et en quoi ça les interpelle ou ça les interpelle pas. Et donc voilà, on avait des groupes comme ça, où c'était des discussions à bâton rompu, pendant qu'il y avait quelqu'un qui prenait des notes, qui servait de données également. Et il y avait des bonnes discussions souvent, d'autres plus tranquilles, on improvisait des petits endroits où on pouvait discuter, tout le monde était bienvenu.
Voilà, des fois, il y avait des moments très cocasses, parce qu'on parlait de sexualité, donc nécessairement, il y a de la gêne, ça peut être cocasse, on rigole beaucoup, et l'équipe était très habile avec ça, on était souvent crampés. Il y avait des séances vidéo, ce qu'on a mis, les théâtres de rue, on a filmé l'équipe, et donc les gens étaient invités, évidemment, les femmes n'étaient pas en reste, parce qu'il y avait des intervenantes femmes qui venaient parler à celles qui étaient intéressées, qui venaient après les théâtres de rue. Des dizaines de milliers de brochures et de tracts qu'on distribuait dans les rues, notamment après la prière du vendredi. Il y avait plusieurs milliers de personnes dans différentes mosquées. On allait dans différents endroits pour les distribuer. Est-ce que je vais trop vite sur les images? Ça va aller. Et puis, il n'y a pas d'eau dans cette communauté-là, c'était les femmes qui s'occupaient d'aller puiser l'eau dans les fontaines publiques. Et donc, il y avait des endroits de rassemblement de femmes. Donc, on a stocké tout ça durant le processus de recherche. On a identifié les endroits où les différentes catégories de population, dont les femmes mariées, se tenaient pour aller puiser l'eau. Et là, c'était méthodologiquement, c'était intéressant pour établir le contact, des entrevues, l'intervention, etc. Évidemment, des échanges personnels qui étaient multiples. Encore une fois, c'est des gens de la communauté. Donc, peut-être qu'avec moi, avec mes collègues américains, ça aurait été une autre histoire. Et il y avait même du porte-à-porte. Ça, on pourra en reparler, il y a des anecdotes assez cocasses avec le porte-à-porte. Les femmes de la communauté étaient très intéressées. Voilà, peut-être c'est notre côté macho de gars qui revient à la surface, même si on essaie de l'étouffer, on pensait naïvement que, que les femmes ne seraient pas si intéressées dans ce contexte-là. Il y a un immense intérêt pour les choses en rapport avec le projet. Et donc, évidemment, on a tout de suite embarqué dans un quart de tour. On n'a pas manqué l'occasion. Ça, j'en parlerai pas, mais ça me fera plaisir d'en parler. Donc, c'est vraiment des médecins, essentiellement des jeunes médecins qui ont été formés au projet et qui dirigent, avec des seniors, qui dirigent ces Men Health Clinic ou Women Health Clinic avec le modèle d'intervention. Parce que quand il va avec un problème de date, chez le médecin, il en va balader, mais quand il va chez ce médecin-là pour parler de date, là, il le prend au sérieux. Et là, on parle des relations maritales, on parle du modèle, etc. Pareil pour les femmes. Donc, c'était vraiment dans un centre de santé. On a négocié ça avec le ministère de la Santé publique locale et on a créé des cliniques dans le centre de santé. Et puis les docteurs, certains étaient réticents, la majorité ont embarqué dans le projet et ils utilisent ce qui nous amène, alors si vous voulez, les imams étaient confrontés à ces stratégies d'intervention depuis le début dans la communauté. Donc pendant quelques années, ils en ont entendu parler, ils savaient de quoi il s'agissait, etc. Et là, à partir de 2009, on a été un petit peu plus agressifs et on les a approchés davantage. Pardon. En rouge, c'est le taqlid, c'est un terme local pour désigner les sermons du vendredi. Et là, donc, on a négocié avec les imams, donc, en partant du texte, des textes canoniques, des textes fondateurs, le Coran, les hadiths, on a négocié avec eux des messages, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est pareil, des messages qu'ils incluaient dans les sermons du vendredi. Ces étrangers qui viennent, qui amènent le Coran, qui amènent les hadiths, et qui viennent parler avec nous, qui nous négocient avec nous le sens de tel ou tel passage du Coran ou des hadiths. Et ça a plutôt bien marché. Il y a eu quelques réticences, mais la grande majorité, parce qu'on n'amenait pas un modèle, des énoncés qu'on développait à New York ou à Québec ou à Londres, mais c'était des énoncés qui venaient de la communauté et des textes sacrés. Et donc, ça avait plus de chances
de passer. Donc ça, c'était un moment d'intervention clé dans lequel étaient impliqués les leaders religieux, hommes comme femmes, et qui ont beaucoup d'influence dans la communauté. Et on a eu des réunions avec eux, et surtout des suivis, si vous voulez, et là ça continue encore. Il y a quand même une cinquantaine de mosquées, ce qui est pas rien. Le vendredi, c'est 20 000 personnes. Alors chaque semaine, tu as 20 000 personnes. Bon, c'est pas toutes les semaines que les imams parlaient partager avec les fidèles les énoncés qu'on a développés avec eux, mais c'était quand même pendant 3 ans, 20 000 personnes à chaque vendredi. C'est au bout de 3 ans, là, et le message il commence à passer. Il commence à passer pas mal. Et donc c'était une opportunité pour parler avec ces gens d'influence dans la communauté de thèmes relativement sensibles, et les réanimas pour en parler également. Très rapidement, ça c'est de comment quadriller la communauté. Si vous avez le goût, si vous avez des questions sur les origines de ces communautés-là, on pourra en parler, parce que c'est des quartiers relativement récents à l'extérieur de Mumbai. Ça, c'est votre serviteur, un moment de détente. C'était la saison des manques, c'était l'été passé. Et au sortir d'une mosquée, justement, le vendredi, la dite mosquée, ça vous donne une idée un peu des gens vivent là. Donc c'est pas toujours très gai. Des fois, il faut être enfant pour aller dans ces communautés-là. Si tu as fait des privés du matin, c'est bien d'essayer de faire autre chose le lendemain. Mais bon, des fois, à d'autres moments, il y a des moments magiques, fabuleux comme celui-ci. Ça, c'était pas une mosquée, c'était un sanctuaire soufi. C'est vraiment un islam mystique, très contemplatif. Et là, il y a des moments magiques comme ça avec ce monsieur. Et lui, il ne parlait pas un traître dans le mot d'anglais. Moi, j'ai 1 ou 2 mots il dit. On était crampés, on était morts de rire. Donc, si vous voulez, il y a les 2 aspects sur le terrain. Voilà. On pourrait se demander la question, est-ce que l'islam est une religion? Il y en a d'autres qui se sont posés avant moi, notamment Talal al-Assad. En partant du fait que le concept de religion serait une notion d'origine chrétienne, de chrétienté de l'Ouest, donc chrétienté occidentale, chrétienté de Rome. Ça peut faire sens si on regarde par exemple comment en arabe, en langue arabe, puisque c'est la langue du Coran, c'est la langue avec laquelle, donc c'est une langue sacrée par définition dans l'islam, pour les musulmans et les musulmanes, et donc la langue avec laquelle Dieu s'est adressé au prophète. Donc on appelle ça din. En arabe, en langue arabe, c'est din. Din qui veut dire dette, c'est une dette. C'est pas le religaré. C'est pas le religaré du terme religion en latin, mais c'est din, c'est une dette de sens. Sur le terrain, on aurait dit Allah il a dit j'étais un trésor caché, j'ai voulu être connu, j'ai créé le monde. Et donc j'ai voulu être connu et j'ai créé le monde. Donc le musulman et le musulman, théoriquement, sa dette c'est de connaître et de reconnaître le Créateur. On est dans et la pratique spirituelle et la pratique normative revient à assumer cette dette-là. En tout cas, c'est une lecture qu'on peut faire de ce que signifie cette conception d'une dette, pour parler de l'islam, de l'intérieur. Et qui dit sens, dit système de représentation, donc ordonnancement du monde, parce que le chaos, c'est même si les mathématiciens, la théorie fractale ne sont pas tout à fait d'accord, mais le chaos, c'est l'absence d'ordre, si vous voulez, une certaine absence d'ordre, donc de sens. En tout cas, toujours est-il qu'il y a aussi, c'est un monde relativement enchanté, dans la mesure où il y a des êtres mythiques qui soient pathogènes, qui soient méchants ou gentils, mais donc, les musulmans et les musulmanes sont dans ce monde enchanté ou réenchanté, comme dirait. Toujours est-il que j'aime bien cette notion aussi discutable de l'islam comme tradition discursive, dans la mesure où elle est fondée sur un certain nombre de discours, et parmi ces discours, il y a les textes canoniques et fondateurs que sont le Coran et les hadiths,
Et dès qu'on dit texte, on dit interprétation nécessairement. Et il y a donc un conflit des interprétations, on va reprendre la notion de Ricoeur, une lutte herméneutique, un conflit dans les relations entre savoir et le pouvoir d'imposer ou de négocier des normes. Et donc, si vous voulez, donc, cette dette, cette religion, c'est un ensemble de normes et de pratiques normatives et spirituelles. Et là, je m'arrête, c'est quelques minutes pour finir, sur ces normes qu'on est allé voir avec les imams et les alimas. Et là, il y a quelques chiffres que je vais vous amener, et quelques témoignages aussi qualitatifs, donc un certain nombre d'acteurs, ils sont nombreux, 152 entrevues qui nous ont permis d'identifier 150 énoncés, des énoncés qui viennent des femmes et des hommes de la communauté. On a fait le ménage là-dedans, en utilisant différentes méthodes pour arriver à 29 énoncés. Si vous voulez, on est allé voir. Donc c'est ce genre d'énoncé. Une femme peut participer à des activités de la communauté selon son souhait. Donc elle peut y aller librement. Donc ce genre de normes, si vous voulez, qu'on est allé voir les imams et les alimas avec. Là, on en a retenu 29. Et là, je vais vous mentionner quelques-unes que j'ai regroupées en 4 catégories. Donc communication maritale, sexualité maritale, violence domestique et un certain pouvoir de négociation que peut avoir la femme dans cette relation maritale. J'en ai zappé une, c'était celle-là encore en bon, en termes de communication, un mari et une femme ne peuvent parler que de ce qui concerne les enfants et la maisonnée. Autant, alors ça c'est avant, ça c'est les données avant l'intervention, ça c'est les imams en blanc et les alimas en jaune, ça va revenir dans les prochaines diapos. Donc les imams sont en blanc et les alimas, c'est les leaders religieuses en jaune. Là il y a un consensus, la plupart ne sont pas d'accord. Non, les époux et les épouses doivent parler d'autre chose que de ce qui concerne la maison. Maintenant, quand il s'agit de savoir en termes de communication si une épouse peut parler des problèmes de santé à son époux, les imams, on a à peu près la moitié qui disent oui, donc c'est quand même une moitié qui dit non, il ne faut pas qu'elle parle de problèmes de santé à son époux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les alimas, donc les femmes, les leaders religieuses, qui sont pour. Donc. Alors, si vous voulez, là, on est allé, on a revu avec eux les hadiths, et puis pour arriver à ce genre de donc, ça c'est les imams, c'est les imams que nous disent dans la charia, il faut discuter autant que possible avec la femme, que ça augmente l'amour et l'affection entre l'époux et l'épouse, et que de toute façon le prophète Mohammed encourageait beaucoup la communication entre l'époux et l'épouse. Vous voyez, c'est des choses évidentes pour les musulmans et les musulmanes, mais le fait de revenir avec les textes, de les ramener à la mosquée, ça faisait comme apparemment une petite différence, même si, donc là, après l'intervention, c'est assuré. Vous voyez, là, les imams disaient que l'homme doit seulement parler des affaires maisonnées avec son épouse. Il y en avait encore moins après l'intervention, et comme un certain impact sur les imams, si vous voulez. Question parlait de santé, women should talk about her health problems. Là, on n'a pas vraiment de différence chez les alimas ni chez les imams avant et après l'intervention. Il n'y a pas eu au niveau de la communication, il n'y a pas eu tant de changements après l'intervention. Ça, avant l'intervention, donc les imams, une femme, une épouse doit toujours être consentante aux sollicitations de son époux.
Les 60% des imams sont favorables avant l'intervention, 100% des alimas, donc les femmes, les leaders religieuses, 100%. C'est-à-dire qu'elles le veuillent ou pas, qu'elles soient prêtes ou pas, elles ont à répondre à la satisfaction sexuelle du mari à sa demande. Et que la sexualité est seulement faite pour le plaisir de l'époux. Chez les imams, on a un peu moins de 20%, chez les alimas, on a un bon 70% qui vont dans ce sens-là. Quand on est revenu dans les textes avec les imams, il n'y a pas d'interdiction dans les textes pour l'homme et la femme, en tout cas dans le cadre licite du mariage, de parler de sexualité et de parler de plaisir mutuel. Il y en a qui s'intéressent, il y a un sociologue tunisien, Bourdiba, qui parle d'un traité d'érotologie du prophète qui identifie un certain nombre de hadiths et qu'il a monté en traité d'érotologie. Donc il y a la sexualité est un objet de plaisir important, en tout cas théoriquement dans le texte canonique. Le problème pour les imams, c'est qu'il était non négociable, hors question d'en parler pendant le serment du vendredi. Donc d'encourager les hommes à parler de sexualité avec leurs époux. Ça, c'était non négociable. Et ça, évidemment, on a insisté un petit peu, mais on a arrêté assez rapidement. Donc, ça vous montre un peu les limites. Après l'intervention chez les alimas, ce qui a noté, c'est qu'il n'y a pas de changement. La femme doit toujours être prête à la demande du mari, même si elle n'en a pas le goût. Pour l'autre, donc la sexualité est faite pour la satisfaction du mari seulement. C'est assez intéressant de noter que chez les alimas, donc chez les leaders religieuses, le changement ne se fait pas. Il se fait un petit peu plus chez les imams. En termes de violence domestique, voilà, chez les hommes et les femmes, il y a un consensus, c'est-à-dire que autant ça j'en ai pas beaucoup parlé des entrevues qu'on a fait avec les hommes et les femmes, c'était pas l'objet, mais toujours est-il que autant les femmes que les hommes rapportent de la violence physique et verbale. Donc c'est quand même une femme sur 3, une femme sur 4. Il y a un consensus entre les époux et les épouses. Ils disent avoir battu et ils disent avoir été battus, violentés verbalement. Donc, et puis, elles doivent, il ne faut surtout pas en parler. C'est 60% des femmes, quand elles se font battre, il n'est pas question d'en parler à qui que ce soit dans la communauté. Alors, je vais retenir juste 2 ou 3. La femme, le Q29, la femme doit être battue si elle désobéit à son mari. Donc avant l'intervention, 100% des alimas sont pour la violence domestique, la correction. Si la femme désobéit à son mari, contre 50%. 50% des imams, c'est encore beaucoup. En tout cas, selon notre perspective ici, c'est encore beaucoup que le mari est à corriger son épouse si elle lui désobéit. Par contre, il n'est pas question que ces femmes réagissent par la violence à la violence du mari. Ça, c'est no way. Chez les alimas, c'est 0%. Chez les imams, c'est un petit 4%. Et puis, il ne faut surtout pas en parler. Là, il y a un consensus entre les imams et les alimas. Ça se font battre, mais ils n'ont pas intérêt à en parler, par exemple. Voilà. Retour dans les textes canoniques, discussion avec les imams. Évidemment, ça n'a pas été juste une rencontre, mais une série de rencontres avec les imams pour en conclure que la violence physique, que la violence verbale n'est pas une solution selon les textes de l'islam, n'est pas, donc en théorie, ce ne sont pas une solution, ce ne sont pas des solutions pour régler les problèmes domestiques. Et puis, évidemment, le prophète est contre. Donc, si vous voulez, on va chercher des hadiths, des énoncés dans les textes qui vont dans ce sens-là et que les imams vont présenter dans les sermons du
du vendredi. Alors, si on reprend juste la violence physique, il y a après l'intervention une petite baisse chez les alimas, mais on reste quand même à 60%, comme quoi la violence physique est légitime selon les alimas, donc les leaders religieuses. Et après l'intervention, ça redescend environ 2% chez les imams. Donc c'est comme si, c'est comme si l'intervention avait plus d'impact sur les imams. Par contre, ça c'est que voilà, donc she should not. Donc il y a un petit changement chez les imams, mais pas du tout chez les alimas. Je vais finir avec ici. Donc chez les hommes, en termes de une femme, une épouse ne peut pas dire non à son mari, ne peut pas négocier les rapports sexuels avec le mari. Ça, il y a un consensus chez les hommes et chez les femmes de la communauté. Sans oublier les imams. Ils ne sont pas de monsieur et madame mariés dans la communauté. Il y a un consensus. La femme ne doit pas dire non, même si elle n'est pas prête. Et elle doit porter, doit se couvrir. Donc, essentiellement la burqa. Les hommes mariés sont plus enclins à encourager la burqa, moins les femmes. Donc la moitié des femmes à peu près qui sont pour le port de la burqa et plus d'hommes qui sont. Alors ici vous voyez donc avant l'intervention il y a un consensus pour reprendre le diapo d'avant, il y a un consensus chez les hommes, les femmes, les imams et les alimas de la communauté. La femme ne peut pas dire non. Sur le port de la burqa, les femmes se démarquent un peu plus que les hommes, les imams et les alimas qui, eux, sont favorables au port de la burqa, même s'il y a quand même encore la moitié des femmes qui demandent le port de la burqa. Et là, on atteint d'autres non négociables, c'est à savoir que, à la limite, si elle ne veut pas porter le burqa, qu'elle porte le sari. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'il y a une porte. Il y a une ouverture, parce que le sari n'est pas mentionné nulle part, il y a la burqa dans les textes canoniques. Mais le sari, il n'y a pas de doute là-dessus, ce n'est pas arabe, ce n'est pas musulman, c'est local, c'est indien, c'est avant l'islam, etc. Et puis, le sari, il y a le nombril qui est découvert, le bas du ventre, il y a une petite ouverture, le bas du ventre. Et donc la question de burqa, ça c'est vraiment non négociable. Ce qui est vraiment non négociable, c'est alors ici, si vous voyez ici, donc autant pour les alimas que les imams, avant et après l'intervention, il n'y a pas de changement. Là, le mari doit garder un contrôle sur son épouse. Ça c'est non négociable. L'autre aspect qui est non négociable, c'est que la femme doit demander la permission pour sortir. Et donc là, il y a une forme de contrôle, donc, et ça, avant et après l'intervention, ça c'est le non négociable. Il y a un certain, la violence domestique, la violence verbale, mais ceci qu'on pourrait qualifier aussi de violent, ça c'est non négociable. Et la burqa encore plus, là, donc c'est vraiment, on est dans les 100% ou pas loin. C'est donc pas tout qui est négociable. Pour conclure, il y a des... même si on les retrouve dans les textes fondateurs, dans les textes canoniques, même si Allah l'a dit, ben là, nous, on n'est pas prêts. Allah lui l'a dit, mais non, on ne veut pas. Laissez-nous tranquilles avec ça. Il y a des choses qu'on ne veut pas négocier. Autant de la part des imams que des alimas. Les alimas semblent être plus conservatrices que les imams. Elles semblent, je ne sais pas, c'est ce que disent les données pour le moment. Je pense qu'il y a un autre terrain qui est nécessaire avec les alimas. Personnellement, je me pose la question. Si vous avez des idées, je suis preneur. Peut-être que l'intervention n'est pas au point avec les alimas. Peut-être qu'on a plus, on est plus rodé avec les imams qu'avec les alimas. Peut-être que les imams, je ne sais pas trop. S'il faut que je revoie avec l'équipe les stratégies d'intervention, comment elles ont été appliquées en détail sur le terrain, etc. Maintenant, est-ce que c'est pour raison plus théorique que la question d'agencéité, comme l'a avancé Mahmoud, donc c'est pas seulement une question de résistance, mais c'est aussi une question de subordination. Elle amène ces bel exemples de l'organisme virtuose.
avant d'avoir cette liberté extrême de pouvoir jouer de la musique de façon virtuose, elle se soumet à des règles calistiques musicales extrêmement strictes, une discipline extrêmement sévère pour arriver à cette virtuosité. Bon, ça c'est tous des points d'interrogation. Si on ne connaissent pas le bouquin de Mahmoud sur le Mosque Movement en Égypte, c'est un peu s'approprier les normes locales pour s'approprier l'espace public. En Égypte, le Mosque Movement, les femmes se sont appropriées les mosquées à travers l'ensemble du pays. Il y a des moments où la mosquée est interdite aux hommes et réservée aux femmes. C'est quand même pas rien dans un pays musulman. Et c'est un mouvement qui est exclusivement féminin. Les bons hommes, ils n'ont rien à faire là, ils sont quand même bienvenus, donc c'est exclusivement féminin. Et donc, elles se sont appropriées un espace public. Une des portées, c'est que les leaders religieux sont, j'allais dire, à l'écoute des scientifiques, dans le sens, bon, si on se considère comme scientifique, c'est-à-dire que quand on vient, c'est comme si le fait qu'on aille travailler avec eux, les textes sacrés, ça donne une légitimité supplémentaire. D'ailleurs, la science le dit. Il y a peut-être un peu de ça, donc dans le cas où même les Américains, ils disent que Carl a raison. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il y a une espèce de légitimité contre-médiatique, si vous voulez, qui vient. Et ils sont très influents dans la communauté. Puis évidemment, à elle seule, l'implication des imams n'est pas suffisante pour arriver à certains changements. Et il y a beaucoup d'acteurs, et c'est ce qu'on a essayé de faire pendant une dizaine d'années, sans compter le défi linguistique dans une œuvre où il y a quelques centaines de dialectes qu'il a fallu adresser. Voilà, même les enfants s'intéressent au cours. Je vous remercie. Si on a encore le temps, vous avez des questions. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions? Je suis à vous. On a plusieurs, oui. En fait, une question ou deux concernant, par exemple, le consentement de la femme par rapport à son mari, de toujours consentir au sexe, même s'il ne le veut pas. Pourquoi ne pas l'avoir considéré dans la violence domestique? Parce qu'en soi, c'est un viol marital. Et bon, c'est politique. Bon, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez tout à fait raison. J'ai pris les... vous voyez, on a 29 énoncés donc, qui viennent de la communauté, qui viennent... C'est vraiment ces énoncés-là, donc les 29, je vous ai montré d'où vient celui que vous mentionnez sur le viol marital, parce que c'est effectivement le cas. Donc c'est des énoncés qui viennent des entrevues, on en a fait des centaines avec les hommes et les femmes de la communauté, en dehors des imams et des alimas, des leaders religieux et religieuses. C'est vraiment que les amène. Donc c'est des énoncés qui sont revenus. Maintenant, ce que moi j'en ai fait dans le cadre de ces présentations, c'est une catégorisation relativement arbitraire. C'était juste pour présenter, pour mettre de l'ordre dans les données. Si j'ai essayé, là, j'ai pris les 29 énoncés, et je me suis dit, je vais leur montrer des tableaux avec des colonnes, c'est illisible. Déjà là, ça passe limite, ça passe peut-être juste là, mais en effet, là c'est... Et en fait, donc ça c'est un peu une catégorisation, donc 4 catégories que j'ai un peu imposées aux données, juste pour une mise en ordre préliminaire pour vous les présenter. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir les biostatisticiens à partir de la banque de données, qu'est-ce que l'analyse donne en termes de catégorisation. Si on veut faire une catégorisation qui a un ancrage empirique. Maintenant, on est entièrement d'accord alors ça, en fait, c'est de la violence physique, c'est de la violence psychologique, ça va aussi dans le pouvoir de négociation ou l'empowerment. Donc si elle se fait violer, c'est qu'elle ne peut pas dire non. Et donc ça va dans la communication. Dans l'espace privé et public, comment on les dissocie? Voilà, donc vraiment la catégorisation, donc c'est vraiment, mais c'est tout à fait... Merci d'avoir posé la question, parce qu'en effet,
c'est des catégories que je ne veux pas étanches, mais qui sont vraiment à des fins de présentation de données. En fait, je vous ai épargné quelques tableaux, je vous les montrer, mais c'est des analyses qui ont été faites par les statisticiens en considérant les 29 énoncés. J'ai des petites courbes, là, si on a qui s'intéresse, je pourrais leur montrer tantôt. Mais qui montrent comment les scores, si vous voulez, de cette échelle qu'on a appelée la Community Norm Survey. Donc, moi, je l'ai catégorisé, ce qu'on appelle aussi la Gender Equity Scale. Donc, échelle d'équité entre genres. Et donc, on peut considérer comme un seul bloc dans équité entre genres, entre époux et épouses. Et donc, c'est des artefacts méthodologiques, si vous voulez, à toute fin pratique de présentation et d'analyse. Voilà, c'est une belle précision. J'avais deux questions. Oui. La première, par rapport aux photos que tu nous as présentées, j'étais curieuse à savoir c'était quoi les messages, parce que les messages, évidemment, je ne parle pas ni une des langues qui sont en Inde, donc quels sont les messages qui étaient sur les bannières que les enfants portaient, entre autres, puis sur les posters qu'ils ont utilisés, c'est quoi les normes ou encore les messages de sensibilisation qui sont présentés? Ça serait ma première question. Ma deuxième question, c'est une question plus méthodologique. Pour le suivi auprès des imams et des alimas, oui. Est-ce que le suivi pour voir l'effet du travail que vous avez fait auprès d'eux, est-ce que ça a été uniquement quantitatif ou il y a eu également un volet qualitatif de suivi pour voir les changements qu'il y a dans les perceptions et dans les conceptions c'est les deux. Il y a un volet quantitatif et qualitatif. Maintenant, sur les deux volets, mais il y a vraiment les deux. C'est-à-dire que l'idée, c'est-à-dire que l'équipe, sur le terrain, donc, quand moi, j'étais pas là, quand les autres chercheurs, qu'ils soient indiens ou américains ou européens, n'étaient pas là, c'était les co-chercheurs indiens qui eux-mêmes des fois étaient là, des fois ne l'étaient pas, mais toujours est-il que le suivi était constant. C'était pas juste une entrevue, puis une intervention, puis une entrevue. C'était périodique, c'était régulier. Des fois, c'était les imams, les alimas qui appelaient eux-mêmes, et on allait les voir et on en profitait pour faire des suivis, etc. Donc c'était sur une base régulière tout au long de l'année, et quantitatif et qualitatif, beaucoup d'informels, énormément d'informels, de discussions informelles, parce que des fois le formel ne se prêtait pas, mais ça demeurait, ça alimentait les prochaines entrevues plus formelles, si vous voulez. Maintenant, ce travail avec les leaders religieux a commencé un petit peu sur le tard et de façon assez satellitaire, j'allais dire. C'est pas le corps, c'est pas le nucléus du projet, et ça dépendait aussi un peu de ma disponibilité. Donc, et donc, il y a eu, pour répondre à ta question, du quantitatif et du qualitatif, mais il y a encore à faire. Moi, je verrai, comme là, le programme officiellement est terminé, donc c'est que sur le plan aussi éthique, aussi de la recherche, on ne peut plus théoriquement faire d'entrevues, et donc là, ça prendrait un nouveau projet pour développer davantage. C'est pour ça que j'ai un certain nombre d'interrogations. Moi-même, je suis surpris par l'impact que ça a eu sur les alimas et même sur les imams. Hein. Je veux dire, je reste sceptique, mais sceptique seulement, c'est-à-dire aussi enthousiaste, parce que il y a encore, ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il y a un terrain extrêmement intéressant à aller explorer davantage. Mais c'est juste, par exemple, est-ce que le conservatisme qu'on remarque au plan statistique, est-ce que c'est au plan qualitatif, est-ce que c'était aussi quelque chose que tu... Oui, c'est assez catégorique, ouais. C'est du non négociable. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que
Alors, je suis allé dans les mosquées, mais je suis allé aussi dans les madaris, ce qu'on appelle, c'est le pluriel de madrasa. Donc, et puis, je me suis retrouvé avec, donc, parce qu'il y a les imams, il y a aussi les profs qui enseignent, donc les jeunes. Souvent, ces madaris vont avoir comme élèves des enfants qui sont pris complètement en charge par la madrasa, par la mosquée, qui dorment là, qui sont nourris, logés, blanchis, etc. Que leurs parents déposent là. Et donc il y a, excusez-moi, une ségrégation genrée extrêmement stricte, ça c'est du non négociable, c'est-à-dire il n'y a pas une mosquée, même dans les pays les plus modérés, musulmans les plus modérés, où les hommes et les femmes vont se mélanger dans la même pièce, sauf peut-être dans certains rassemblements soufis, mais quand c'est pas la prière. Mais ça c'est une autre histoire. Et donc il y a une ségrégation genrée de l'espace et social, et du social. Maintenant, quand vous allez dans les madrasas, jusqu'à l'âge de 10 ans environ, les petits garçons et les petites filles sont mélangés ensemble. Donc, cette ségrégation ne se fait pas dès le début, elle se fait à un certain âge, on va dire. Et les alimaz sont recrutés, sont formés à partir de ce bassin d'étudiants qui sont dans les madaris. Et elles sont formées par qui? Ça, il y a tout à faire. Évidemment, c'est par les imams. Mais en même temps, c'est intéressant, les imams semblent être... Est-ce que c'est de la désirabilité sociale qui nous renvoie? Je ne répondrai pas oui de façon catégorique, parce qu'on s'est déjà fait envoyer balader, on se fait envoyer balader encore. Genre, on n'a pas à vous séduire, là. On fait notre affaire, mêlez-vous de la vôtre, et vous n'avez pas à nous dire ce qu'il y a dans le Coran, dans les hadiths. Ce qui a aidé un peu, c'est qu'il y a un chercheur qui peut aller dans le texte. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, il s'est trouvé que ça a été moi. Et donc on est allé dans le texte en arabe. Le ourdou, je connais moins, j'ai pu faire les entrevues, j'ai réalisé les entrevues en arabe avec les imams, avec un interprète qui lui parlait soit le hindi, soit le ourdou, parce qu'il y a des imams qui parlent que l'arabe, qui lisent le Coran mais qui ne parlent pas, qui ne peuvent pas converser. Et donc ça a fait une différence. Mais ça s'est passé un petit peu sur le tard. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Pour ce qui est des messages, c'est essentiellement, tu vois le NIM, le Narrative Intervention Model du début, là, c'était ça avec les énoncés qui venaient de la communauté, puis des énoncés de hadiths. Mais les hadiths, ça c'était risqué, on en a fait le moins possible parce qu'on est en Inde, là, on n'est pas dans un pays musulman. Même s'il y a 150 millions de musulmans, une minorité de 150 millions, on est dans un pays musulman, dans un pays hindou, donc dans les lieux publics comme ça, on n'amenait pas les hadiths, mais il y avait toutes les données un peu qui sont en lien avec le modèle d'intervention, la violence, que ça ne réglait pas les problèmes, qu'un gars qui tape sur sa femme, ça ne réglait pas les problèmes de la maison, que le gars, que la boisson, toutes les substances psychotropes, on ne parlait pas seulement de boisson, parce qu'il y a l'usage de drogue également, donc que les substances psychotropes peuvent avoir un impact, donc si on revoit le modèle, donc toutes les, si vous voulez, les différentes dimensions, les comportements sexuels à risque, et que voilà, qu'ici l'homme, il y a vraiment un accident, qu'il a bu un coup, qu'il n'était pas capable de se contrôler, qu'il est allé dans un bordel, qu'il rentre à la maison, ben, au moins qu'il aille se coucher, là, qu'il n'aille pas achaler son épouse, parce que là, il y a un risque. Donc c'est ce genre de message qui était amené dans un langage qui venait de la communauté, voilà, qui portait essentiellement sur les relations maritales, la communication, les comportements sexuels à risque, etc. Donc ce dont on a parlé un petit peu à ce niveau-là. Ça? Oui, j'ai plusieurs personnes qui veulent donner la parole. Frédéric? Oui. Moi, en fait, j'aimerais connaître un petit peu plus sur les origines qui sont à la base du projet. En fait, d'après ce que j'ai compris, bon, c'est un gros projet, il y a beaucoup d'intervenants de différents milieux.
Je veux savoir surtout qui, un peu, les origines, ça sort d'où à la base, les objectifs qui étaient à la base de la création du projet. Parce que moi, je ne suis pas certain d'avoir saisi le lien. Hein. Vous avez parlé de la santé sexuelle, après ça, vous êtes passé à la violence conjugale. Je ne suis pas certain d'avoir saisi la transition, toute l'idée générale qu'il y avait derrière ce projet d'intervention-là. Est-ce que c'est la santé publique? Est-ce qu'il y avait juste des universitaires dans le projet? Donc, on peut voir c'est quoi l'idée générale qu'il y avait derrière ce projet d'intervention. Ce qu'on voit, c'est l'origine, la composante et le lien entre santé sexuelle et relations maritales. Les origines, c'est une rencontre au Sri Lanka entre Ravi Verma, un psychologue indien, et Steve Shensoul, mon ancien patron et meilleur ami aujourd'hui, qui m'a embauché en 2002. Et puis voilà, c'était une rencontre au Sri Lanka. Steve travaillait au Sri Lanka, Ravi Verma s'est retrouvé là sur un autre projet, et puis Ravi parlait beaucoup du groupe drogue, de ces maladies secrètes. En hindi, ces maladies secrètes. Et puis voilà, puis une relation amicale, un intérêt commun. Steve a été extrêmement intéressé par la notion de groupe drogue, mais c'est vraiment le psychologue indien qui commençait à s'intéresser. Il avait déjà publié une coupe de papier là-dessus, sur la notion de groupe drogue, et lui il est aujourd'hui au Pop Council, donc il s'occupe de la région asiatique du Population Council, sur la question du VIH et des IST dans l'Asie du Sud. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis il y avait, donc là c'était à la deuxième moitié des années 90, c'était juste que la rencontre a eu lieu. Puis en 95, je crois, ou 96 ou 94, il y avait la fameuse conférence du Caire qui était une conférence internationale qui a fait beaucoup de bruit sur la question, qui était très mobilisatrice sur la question de la santé, mais de la santé sociale des femmes, donc qui a toutes sortes de dimensions de la santé des femmes, et que donc ça faisait quelques années qu'elle avait eu lieu. Puis là, comme je disais, on a commencé à travailler. Il y a eu beaucoup de projets financés par l'OMS, par des différents organismes de l'ONU sur la santé sociale des femmes, et on ne s'occupait plus des hommes, comme je dis en rigolant. Eux ils ont commencé à faire leurs bêtises là, puis ça finalement ça a fait un peu changer le fusil d'épaule ou le mal de place, je crois. Et donc là on s'est dit, nous on va faire un projet qui porte exclusivement sur les hommes et dans le milieu marital, parce que la plupart des études qui étaient faites portaient en santé sexuelle, je reviens à la santé sexuelle, étaient faites dans un contexte général, ou bien chez les jeunes, ou bien les camionneurs, ou bien les militaires, donc les populations à risque. C'est les militaires, les camionneurs, les prostituées, et les utilisateurs de drogue en injection, etc. Donc les populations à risque. Nous, on s'est dit, tiens, peut-être que le mariage est aussi un risque, que les personnes mariées sont peut-être une population à risque. On voulait investiguer ça, et évidemment, c'était un peu un a priori au départ que les hommes étaient un risque principal pour les épouses. Et donc le projet a démarré à ce niveau-là. Santé sexuelle. Santé sexuelle, c'est un programme qui est subventionné par le National Institute of Health, qui est, si vous voulez, l'équivalent des IRC, je ne sais pas si vous connaissez les instituts de recherche en santé du Canada, mais c'est un monstre comme en termes de budget. Là, quand Obama est arrivé au pouvoir, il a donné un petit cadeau de 3 milliards de dollars au NIH. Donc ça, c'était en plus de tous les milliards que les NIH avait. Et donc c'est des gros... et donc qui sont comme les IRSC, encore très peu sensibles aux questions sociales, culturelles et politiques, économiques qui relèvent de la santé et de la santé sexuelle.
Et donc, si vous voulez, nous, on s'est intéressé à la santé sexuelle dans son sens très large. On a mis de l'avant que l'objectif principal était de contribuer à la baisse du taux d'infections sexuellement transmissibles et du VIH dans la population indienne. Après l'Afrique, c'est l'Inde qui était là, en tout cas à l'époque, où il y avait le taux le plus élevé. C'est dans une population d'1,5 milliard, ça va vite, là, et des modèles mathématiques, là où ça va. Et donc, il y avait cette angoisse, ce risque qui était... et donc, si tu veux, ça a été... on a sauté là-dessus pour dire oui, nous, on veut contribuer à lutter contre la propagation du VIH et des IST, mais par le biais du culturel, du social, des relations maritales, etc. Et un exemple concret, c'est de lien entre la santé sexuelle, prise dans ce sens large, et la sexualité maritale, c'est justement le pouvoir de la femme qui est là de négocier ou de ne pas négocier une relation maritale. C'est que si le corps n'est pas prêt, il n'est pas lubrifié, il y a une déchirure tissulaire, et là les chances de transmission est beaucoup plus importantes. Un homme qui couche avec une femme infectée, ou l'inverse, il y a beaucoup... je n'ai pas les chiffres, mais je pense que c'est moins de la moitié. C'est-à-dire qu'il y a moins d'une chance sur deux pour que l'infection soit transmise. C'est-à-dire que si les deux corps sont prêts, il y a moins de chances que l'infection soit transmise. Si le corps n'est pas prêt, il est sec, il n'est pas prêt, il n'a pas envie, et là il y a douleur, il y a déchirure tissulaire, et c'est par là que les chances de transmission augmentent. Donc là, c'est un exemple très simple, voire simpliste, du lien direct entre le biologique et le culturel et le social. Et donc, si vous voulez, la santé sexuelle rentre dans ce lien qui veut articuler le biologique, donc les infections, le VIH, les rapports maritaux, le pouvoir de négociation de la femme, le mariage, etc. C'est dans le sens, c'est pour ça que c'est là qu'on voit le lien entre santé sexuelle et des aspects moins biologiques, si tu veux, de la santé sexuelle, qui sont ceux dont j'ai parlé aujourd'hui. Un petit peu. Ça va? Michel? Merci. Merci à Abdelwahel pour une présentation qui nous permet de repenser au fait que c'est pas toujours facile, que c'est pas toujours simple d'être sur le terrain. Alors merci de le redire. C'est toujours important de le redire. Bravo de nous faire connaître les aliments. C'est vrai. Donc, vous avez trouvé des femmes où vous ne les cherchez pas. Tant pis si le mariage est un risque. Il était temps aussi qu'on commence. Ça peut changer. Mais non, mais c'est quand même, de te l'entendre dire, c'est quand même assez intéressant qu'on y pense peu en ces termes-là. Il y a plein d'études comme quoi c'est une stratégie économiquement viable, c'est un arrangement social qui est tellement répandu parce que c'est économiquement viable dans nos sociétés, par exemple. Donc c'est très rafraîchissant de penser au mariage sous cette façon-là. C'est aussi ça, c'est pas rien que ça, mais c'est aussi ça. Non, mais parce qu'en même temps que c'est intéressant de découvrir les femmes où on ne les trouvait pas, c'est des résultats que tu amènes, c'est pas non plus particulièrement réconfortant, parce que les femmes nous semblent bien corrompues par le pouvoir, à savoir quelles sont les meilleures transmetteuses des dogmes les plus stricts. Donc c'est ça, c'est intéressant comme présentation parce que c'est rassurant tout en étant tout à fait déstabilisant. Alors, bravo, merci beaucoup. Merci. Ma question est très simple, c'est par rapport à ton dernier point sur le plurilinguisme ambiant, parce que ce sont des questions très complexes dans un contexte plurilingue hyper complexe. Si j'ai bien compris, tu travailles en arabe quand tu peux, mais en anglais aussi parce que c'est une langue qui est parlée par beaucoup de gens, mais c'est pas si simple que ça. Alors, j'aimerais savoir le terme d'acteur que tu utilisais pour les praticiens. Ah oui. Il vient d'où? C'est quelle langue? Alors, c'est une question bien intéressante. C'est le Mumbaya Hindi. C'est le Mumbaya Hindi. Le Mumbaya Hindi, c'est un peu le
c'est pas à toi que je dois donner cet exemple-là, mais c'est un peu le français québécois, tu sais, mais mélangé avec c'est une espèce de langue créole. Voilà, c'est une espèce de langue créole, donc avec dans le cas du québécois, une forte composante de la langue française. Le Mumbaya Hindi est une forte composante de Hindi, mais avec un peu comme au Québec, un peu d'influence anglophone, un empire britannique d'une couple de siècles. Et donc, il y a non seulement des termes en anglais qui se sont greffés au Hindi de Mumbai, 20 millions d'habitants à Mumbai, il ne faut pas l'oublier. Dans notre quartier, c'est 2/3 de migrants, notamment de UP, l'Uttar Pradesh au nord, parce que c'est là qu'il y a beaucoup de musulmans à UP, et donc des 2/3 qui viennent avec leur langue, leurs coutumes, leurs habitudes, etc. Et donc un Mumbaya Hindi qui est un peu cette langue créole locale qui est accessible aux migrants aussi. Et qui donc va inclure des termes anglais, mais aussi des tournures de phrases en anglais. Ça, c'est sur le principe. Sur les détails, je ne peux pas en parler plus parce que je maîtrise mal le hindi, mais sur le principe, donc, et Dakhtar vient de doctor, avec une prononciation locale, Dakhtar. Ah, c'est un peu... merci pour ta question, très intéressant, parce que... alors... je vais essayer de ne pas faire trop long parce que c'est une question qui va loin. Une question qui va loin. Parce que quand les Britanniques sont arrivés, évidemment c'est l'armée qui est arrivée, mais une des principales armes, c'était la même chose pour les Français au Maghreb. Il y avait... bon, les armes, finalement, ils étaient là, c'était impressionnant, mais on les utilisait, mais à des moments particuliers, c'était pas tout le temps, on tirait pas tout le temps sur les gens, bien que, mais toujours est-il que il y avait un projet colonisateur à long terme qui passait essentiellement par 2 stratégies, au moins 3, l'architecture, mais surtout 2, c'est l'éducation et la santé. Parce que le docteur, lui, il rentre dans les maisons. Le médecin militaire français au Maroc, c'était le seul Français qui avait le droit de rentrer dans les maisons. Il était gentil et il soignait les enfants. Quand ils avaient une maladie grave, il les soignait rapidement. Et donc c'était un agent, le médecin, comme pour les Britanniques, c'est un agent de pénétration coloniale important. L'éducation, pareil, par la langue. Et donc scolariser les enfants à l'école britannique, dans le cas ou ne pas les scolariser du tout. Mais s'ils sont scolarisés, idéalement britanniques, pour coloniser les esprits. Et l'indépendance, qu'on oublie souvent dans l'histoire de l'indépendance en Inde, c'est que donc, la biomédecine amenée par les Britanniques en Inde occupait une place importante. Il y avait en plus les hôpitaux, les centres de santé, ils allaient dans les régions les plus reculées, donc le docteur était là. C'était impressionnant, imposant, antibiotiques, c'était... Et au moment de l'indépendance, dans les années 40, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui est arrivé. Ça, pour les étudiants, ça pourrait être un thème qui pourrait les intéresser, qui a été peu exploré, sinon... voilà, évidemment, j'en oublie le nom. Charles Leslie, qui est un anthropologue, et qui donc a vu comme acteur fort dans la lutte pour l'indépendance la Indian Medicine. C'est les tradipraticiens qui ont formé, c'est-à-dire des associations d'abord de Indian Medicine, Indian Medical Association, mais dans le sens de Indian Medicine. Donc ils ont formé des associations, les Ayush, les Vaidyas, donc Ayurvédien, Ayurvédique, les Unani, etc. Et ils ont utilisé Indian Medicine, donc on voit Indian nationalisme, lutte pour l'indépendance, contre la biomédecine anglaise. Donc si tu veux, tout de suite, ça s'est politisé. Donc il y a cet aspect politique de lutte pour l'indépendance.
mais qu'aujourd'hui on n'appelle plus Indian Medicine à cause des ultranationalismes qu'on voit justement faire surface en Inde de plus en plus entre hindous et musulmans notamment. Et donc on les appelle les Ayush. Donc Ayush Medicine, ça c'est une appellation officielle. Ayush, en Inde on aime beaucoup Rishta Ayush, c'est Ayurveda, Unani, Yoga, Siddha, homéopathie, c'est les Ayush Medicine. Les Ayush qui en ourdou signifie aussi vie ou vivre, donner vie. Et les tradipraticiens dans les communautés qui pratiquent le triple 3, la 3 minutes, 3 questions, 3 médicaments. Alors, vous rentrez dans n'importe lequel et presque inévitablement, vous avez quelque chose qui rappelle la biomédecine. Un sac de sérum qui est accroché au mur vide, une seringue, le gars il a tout le temps un stéthoscope. Et donc, si vous voulez, des objets qui renvoient à la biomédecine. Donc, c'est le Ayush, c'est le Vaidya, mais c'est le Daktar aussi. Donc, c'est un peu là pour faire une relativement longue réponse à ta question. Donc, il y a un phénomène linguistique, il y a une réponse linguistique, il y a une réponse culturelle et il y a une réponse politique à cette question-là qui fait que, bon, c'est juste, voilà, on l'utilise de façon le médecin, le biomédecin, c'est le allopathe. C'est le allopathe? Allopathe, allopathique médecine. Parce que le daktar, lui, des tradipraticiens, c'est plutôt une homéopathique médecine. Donc après, il y a... Merci. On a le temps pour une dernière question. Célia? Ben, au pire, moi, ça pourrait être... les réponses pourront émerger plus tard quand on verra après la conférence. Genre, parce que j'en avais plusieurs. Je les dis toutes et tu réponds à celle que tu veux. C'est Alison qui va m'arrêter. Oui, c'est ça. J'ai été très surprise forcément par les ALIMAS, les données que tu as pour l'instant. Et ça me faisait penser, en fait, il y a le rôle de la religion, certes, mais il y a aussi tout le rôle de l'éducation. Et je me demandais jusqu'à quel point on pouvait aller fouiller dans tout ce qui est, comment dire, l'éducation du rôle de la femme à travers le foyer familial déjà à premier abord, puis à travers ceux qui vont à l'école aussi, savoir si vous aviez l'intention d'aller pousser vos enquêtes à travers tout ça et jusqu'à quel point on pourra avoir des changements au niveau des ALIMAS dans quelques années seulement. Après, c'était des questions plus méthodologiques, c'est-à-dire, vous avez une équipe transdisciplinaire assez impressionnante et je me demandais comment est-ce que vous aviez été, comment vous aviez défini quels étaient les besoins pour cette équipe, parce que vous avez des biomédecins, des démographes, en tout cas toutes sortes de choses. J'avais des questions par rapport à ça. Et puis après, pour ceux qui sont sur le terrain, qui émanent de la communauté, ils ont un rôle d'intermédiaire en quelque sorte, donc j'imagine que c'est vous qui les avez coordonnés. Et je me demandais jusqu'à quel point leur rôle pouvait différer de vos attentes ou jusqu'à quel point ils respectaient précisément quelles étaient vos attentes, parce que ça m'a fait penser aux travaux d'Ivan Léanza qui travaille sur les interprètes et à quel point justement l'interprète a un rôle crucial, parce que non seulement il est le traducteur, mais il est également celui qui traduit la culture et le social en tout cas. Ça m'a fait penser à ça. Donc tu réponds à celle que tu veux, puis les autres on s'en parle. Intéressant. Je vais commencer, je ne sais pas le temps que j'ai, mais je vais commencer par la première. Je vais essayer d'être rapide pour donner une petite idée des trois. Mais la première, c'est que les femmes dans les pays musulmans, là il y a un créneau ici. On est dans un monde nouveau, en tout cas il y a un nouveau, un renouveau, on peut l'appeler comme dans le monde musulman. Et les femmes, pas seulement en tant que mère ou que fille ou que sœur, mais que leader religieuse, c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus. Alors on le voit en Inde, on le voit au Maroc aussi depuis peu. Il y a des femmes, on les appelle les morshidates, les conseillères, qui sont formées, c'est des fonctionnaires de l'État. Alors ça c'est intéressant, c'est un peu parce que font selon la position officielle du gouvernement marocain, c'est qu'il y a une forme d'intégrisme qui
qui prend de l'essor à travers les pays musulmans et les pays arabes. Au Maroc aussi, un peu moins parce qu'elle est contrôlée, pas seulement par l'État, mais par des mécanismes sociaux, donc aussi d'en bas. C'est pas seulement par en haut qu'on contrôle l'intégrisme, mais aussi les monsieur et madame tout le monde. Il y a une forme une espèce de c'est particulier au Maroc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et toujours est-il que les intégristes qui travaillent au Maroc travaillent du bouche à oreille et du porte-à-porte. C'est ça qu'ils font. Ils vont dans la communauté, ils transmettent la bonne parole. Et là, le gouvernement marocain, ce qu'il a fait, il a formé des femmes. Il y a une école spéciale dirigée par le ministère des Affaires religieuses au Maroc et qui forme des femmes et qui fait du porte-à-porte. Et c'est des femmes de la communauté et qui parlent et qui sont mamans ou qui ne le sont pas, mais toujours est-il qu'elles vont partager leur vision de l'islam. Et donc là encore, on se retrouve avec des perspectives différentes qui vont se transmettre de porte-à-porte dans la communauté, une par des femmes, et donc avec le rôle particulier qui leur revient dans la société. Et en plus, là, elles ont un rôle de conseiller religieuse. Donc elle peut dire à madame qui n'a jamais été à l'école, qui ne peut pas lire les hadiths et le Coran, elle peut lui dire « Ah, non, regarde, dans le Coran, il y a ci, regarde dans le hadith, il y a ça. » Et elle le sort, elle le lit, elle l'interprète et ils boivent le thé, etc. On revoit la même chose là en Inde avec les alimaz, mais ce n'est pas des fonctionnaires de l'État. C'est des élèves, des étudiantes qui ont été formées par des imams dans des madaris. Et là, on ne sait pas trop... on sait pas trop où ça va. Là, les personnes qui sont sur le terrain, j'allais dire heureusement, elles ne font pas toujours ce qu'on leur dit. On respecte leur liberté et ils connaissent la communauté bien mieux que nous. Ça fait que par contre, ils sont très sensibles à ce que le projet veut et le projet est vivant. C'est-à-dire qu'il a changé, il n'a pas arrêté de changer pendant les 10 ans. Et pour finir, pour répondre rapidement, la transdisciplinarité, c'était pareil. Ce n'était pas tous prévus au début. Là. On n'a pas fait la demande de subvention tous ensemble. C'est qu'après qu'on s'est rendu compte que ça prenait un microbiologiste, un laboratoire, on a allé faire des prélèvements les vendredis en sortant de la mosquée avec des médecins, là, ça prenait des médecins pour vérifier pendant que le microbiologiste faisait les prélèvements, la porte des temples. Après, les biostatisticiens, ça c'était au départ parce que il y avait une démarche statistique dès le départ. Et puis voilà, les épidémiologues, voilà parce que c'est un projet qui se veut d'abord anthropologique, mais bon, ça s'arrête, l'anthropologie, c'est un peu de tout, là, en fait, c'est vraiment transdisciplinaire dans ce sens-là. Et autant l'équipe que la méthode, que le rôle de chacun s'est redéfini à chaque étape du projet. Merci pour vos questions, puis on va